Le podcast inachevé, saison 2, épisode 3, bilan culturel. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du podcast inachevé. Où on va aujourd'hui parler de notre bilan culturel en fait des 2 derniers mois. Voilà, c'est un épisode un petit peu plus relax, moins tendax, plus... Je sais pas ce que je raconte. Mais voilà, bah écoutez, moi j'ai envie qu'on parle de nos lectures, parce que c'est bien de parler de nos lectures, pour à la fois parler de notre historique de lecture, et puis échanger sur ce qu'on voudrait lire peut-être plus tard. Exact. Voilà. Je pense que c'est une bonne Moi, idée. je trouve ça bien. Vincent, je sens que tu as envie de commencer, je vois que tu dégaines un livre. Ah mais oui, mais je dégaine toujours un livre. Mais en l'occurrence, le livre que je dégaine, c'est pas n'importe lequel, c'est un livre de Lovecraft. Oh, Je vous en ai parlé en off. C'est Fungi de Hugot, à mon avis ça se prononce pas du tout comme ça. C'est des poèmes de Lovecraft. En fait, ils ont été traduits tout nouvellement en français. Ça a pris énormément de temps, donc j'ai fait le choix de l'acheter en français d'abord parce que je l'ai vu en français. D'autre part, vous serez d'accord avec moi, c'est pas du tout évident de lire Lovecraft en anglais parce que on le sait, c'est quelqu'un qui aime énormément les mots rares. Et donc moi j'avais essayé et j'avais passé toutes mes lectures avec un dictionnaire à côté de moi parce que on tombe très souvent sur un mot un peu complexe ou inusité ou voire qui est un peu désuet. oui, un peu désuet, ouais. Et donc là, en l'occurrence, il y a plusieurs formes poétiques. Euh, Celui que je suis en train de lire, en fait, c'est un espèce de long poème en chapitres. Pour certains textes, le traducteur a fait le choix de garder le nombre de pieds. Pour d'autres, il a fait le choix de ne pas les garder. Il y a plusieurs choix de traduction qui ont été faits. J'avais écouté un podcast sur Lovecraft où ils expliquaient que le lire en français, à la fois c'est pas lire Lovecraft et à la fois c'est vraiment lire Lovecraft aussi. Euh, Pourquoi en français c'est lire Lovecraft? Parce que si la traduction est bonne, on peut pas imiter autrement cet auteur en fait. Enfin, il n'y a pas moyen de tomber sur un texte qui ressemblerait à du Lovecraft sans l'être, même dans une autre langue. Donc Hmm. pour les puristes que vous êtes, clairement, je pense que vous préféreriez le lire en anglais, mais apparemment l'aperçu est quand même assez bon et le lire en français, ça permet quand même de se faire une bonne idée de ce que c'est que le texte de Lovecraft. Alors tous les thèmes qui lui sont propres sont présents. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de lui, hein, mais vous inquiétez pas, on lit aussi d'autres choses que du Lovecraft Oui, c'est pas faux. sur ce podcast, mais en fait là c'est vraiment été un achat compulsif. Donc je l'ai fait, j'ai pas tout fini, mais pour l'instant je le conseillerais évidemment parce que c'est une espèce de forme condensée puis intensifiée de tous ces motifs dont on a l'habitude chez l'auteur. Et à mon Mais du coup, avis là, ouais. en fait, c'est quoi? C'est des poèmes narratifs ou c'est plutôt genre... Quelle forme ça prend en fait? Ceux que j'ai lus, c'est carrément des poèmes narratifs. D'accord. C'est comme une série de, de petits, de micro-récits qui s'emboîtent les uns dans les autres en fait et qui finissent par faire un espèce de grande narration. Ouais, ok. C'est clairement des poèmes qu'il faut lire dans l'ordre, j'ai l'impression, mais il y a plusieurs sections. À la fin, j'ai l'impression que ça devient vraiment quelque chose d'autre. Donc, à la fois, c'est un espèce de long poème et à la fois, ça a quand même été sectionné pour pouvoir être lu de manière indépendante. Donc, je pense qu'il y Hmm. a, il y a pas mal de choses qui se passent d'un point de vue littéraire là. Donc, voilà, j'ai commencé avec ma dernière petite découverte, mon achat compulsif. Ça nous permet de faire un lien avec notre dernier podcast qui parle aussi Oui, c'est de, vrai. de Lovecraft. Mais dites-moi maintenant, je suis impatient de savoir qu'est-ce que vous avez découvert récemment. Bah vas-y Marine. En parlant d'achat compulsif, je me souviens que le mois dernier, alors que j'étais au travail, je parlais avec Louis et je me suis dit que ce serait quand même une très très bonne idée de tout laisser derrière moi et de partir en quête d'une librairie. Et donc c'est ce que j'ai fait en plein milieu de la journée. Et je me suis retrouvée dans cette petite librairie qui était absolument adorable, qu'apparemment Louis connaît. Louis, roulement de tambour, le nom.
Il va pas s'en rappeler, j'en suis sûre. Moi aussi, c'est pour ça que je te demande. J'ai oublié. Non, je sais C'est plus. Boulevard des Capucines, c'est ça? Je crois que c'est une librairie indépendante. Mais elle était vraiment très très bien. Et pour une fois, il y avait une section en anglais qui était relativement fournie, ce qui est peu le cas en général dans les librairies dans lesquelles je vais. Et j'ai réussi à trouver un livre que j'ai réussi à trouver nulle part ailleurs, qui est de Mary Shelley, comme quoi Vincent Lovecraft, Mary Shelley, le gothique. Et C'est comme si on parlait en boucle. exactement, c'est comme ça on avait des centres d'intérêt qui ne nous quittaient pas. Et donc du coup c'est Mathilda de Mary Shelley que je m'étais promis de lire en novembre, mais il a été détrôné, je dois le dire, par un autre livre que j'ai acheté ce même jour qui est de Colette, Le pur et l'impur, qui est donc un espèce d'essai sur les expériences de Colette et ses réflexions sur les drogues, la sexualité en général, et dont j'avais beaucoup entendu parler. D'ailleurs c'est la sœur de Louis qui me l'avait recommandé quand je lui avais demandé quelle Colette justement lire. Elle m'avait dit surtout de lire celui-ci. Et je ne vais pas dire que c'est un de mes livres préférés, mais c'était plutôt informatif. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de... comment dire, doutes. Ah, tu veux dire que tu l'as beaucoup aimé ou tu l'as... Non, pas tant que ça. D'accord, c'est ça. Est-ce que l'un de vous deux a lu un Colette un jour dans votre vie ou... Non. Du tout. Du tout. Mais ma sœur me harcèle avec Colette depuis des siècles. Ouais. Bah, je l'ai lu parce que ma mère avait lu tous les Claudine quand elle était jeune et elle m'avait dit que c'était une de ses lectures préférées à l'époque quand elle était toute petite. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si elle les a lus quand elle était petite, je pense qu'à 25 ans, je peux commencer à lire quelques-uns. Je comprends très très bien qu'on puisse apprécier les Claudine quand on est jeune parce que c'est une suite d'aventures un peu rocambolesques et on suit le personnage au travers des années. Donc du coup, je m'étais dit, bon, essayons-en un autre, essayons Le pur et l'impur. Et écoutez, vous pouvez le lire. C'est pas une lecture qui m'a fortement marquée, mais c'est un regard un peu nouveau et le regard d'une femme sur certains sujets. Donc on n'a pas nécessairement accès à ce genre de réflexion en général en littérature. Et puis bon, c'était un livre en français, ce qui est rare. Enfin, c'est rare que je lise en français, donc c'était bien vu. Pardon, oui, non, je veux juste poser une question, mais est-ce que du coup, c'est... Parce que moi, ma sœur en parle beaucoup, et même les amis de ma sœur qui sont tous booktalkers, ils en parlent beaucoup de Colette, et surtout du pur et de l'impur. Est-ce que c'est un petit peu l'espèce de Vénus à la fourrure version Colette que tout le monde semble décrire genre un petit peu la description des milieux interlopes Oui, bah ça commence dans un salon d'opium tout début. Donc c'est pas nécessairement un endroit, d'ailleurs c'est dit, c'est pas un endroit où on s'attendrait à découvrir une femme, surtout à l'époque. Et on est plongé vraiment dans cet univers-là, avec la rencontre de Charlotte, qui est aussi une autre femme qui est très libérée. Et en fait, ce que j'aime bien dans le livre, c'est que on comprend... Enfin, rien n'est dit explicitement, il faut vraiment tout le temps chercher au-delà de ce qui est écrit. C'est comme si nous aussi, on était plongé un peu dans cette brume d'opium, et du coup, ça force toujours le lecteur à questionner ce qu'il lit et comment il le comprend. Je suis pas sûre d'ailleurs que différentes personnes comprendraient le livre de la même façon, enfin l'essai de la même façon. Et en soi, c'est une réflexion qui est très novatrice et très intéressante, simplement sur le plaisir, la sensualité et tout un univers qui n'est pas communément expliqué par une femme. D'accord, ok. Écoute, tu m'as presque donné envie de lire Colette. J'en étais sûre. Parce que c'est vraiment pas une autrice qui m'attire beaucoup, malgré tout ce que m'en dit ma sœur. Ouais, non, mais écoute, commence par ça peut-être. Je sais plus, elle m'avait aussi recommandé un autre livre de Colette, je me souviens plus du tout duquel, mais... Bah, peut-être... Chérie, non ? Chérie, ouais. Ou La fin de Chérie, peut-être, je sais pas. Les deux. Bah, moi, en fait, pour les lectures, j'ai pas beaucoup lu. Enfin, là, je pense que je vais surtout parler d'un livre que j'ai lu il y a un mois, pour Halloween. Et c'était un recueil de nouvelles d'une autrice que j'aime beaucoup. Et je la recommande à Vincent et à Marine depuis genre j'arrête pas de vous harceler avec. Mais j'aimerais trop que vous le lisiez, c'est Mariana Enriquez, donc l'autrice de Notre part de nuit. Mais oui, bien sûr. Et je me souviens, en plus, on était allé dans une librairie avec Vincent et Marine au Canada. On avait trouvé une édition de Notre part de nuit qui était trop belle. Bref, bon, voilà, je m'égare. Mais en gros, c'est une autrice... argentine, je crois. Argentine, ouais.
qui écrit beaucoup de romans, enfin qui écrit un roman d'horreur, donc ce fameux Notre Père de Nuit, et des recueils d'histoires d'horreur. Et le recueil que j'ai lu, il s'appelle Les dangers de fumer au lit, qui est un titre que je trouve incroyable. Et c'est que des petites historiettes très étranges sur, en fait, sur le quotidien, sur comment l'horreur s'incruste dans le quotidien, avec des histoires de fantômes, mais c'est à la fois très gothique, et en même temps c'est une espèce de revisitation, sans mauvais jeu de mots, du gothique, mais dans un contexte argentin, et avec toute l'histoire que l'on connaît sur les passés, les violences, les traumatismes de générations qui ont lieu en Amérique latine. Et ouais, c'est vraiment, vraiment très prenant. C'est assez violent et ça implique souvent des personnages féminins. D'ailleurs, c'est que des personnages féminins, je crois. Il n'y a pas un seul protagoniste homme, je crois, à part dans une nouvelle un peu violente aussi. Mais c'est incroyable. Moi, vraiment, depuis que j'ai découvert Notre Part de Nuit, je pense que je vais vraiment tout lire de ce qu'elle a écrit parce que c'est juste... Enfin, je sais pas, c'est vraiment prenant. Et en plus, les histoires sont vraiment réalisées avec maestria, quoi. Vraiment. Je me souviens qu'on s'était installé un samedi sur la pelouse de Clamart et qu'on avait fait un pique-nique improvisé et que tu avais sorti Les dangers de fumer au lit et qu'on avait lu ensemble la toute première nouvelle et que effectivement le style était très très particulier. Ça m'a donné très envie de lire la suite, ce que je n'ai absolument pas fait, comme tu peux t'en douter. Mais c'est vrai que c'était très surprenant. Et je trouve qu'effectivement, on retrouve pas, ayant lu pas mal de livres, autour du gothique. C'est rare d'avoir une telle perspective et un tel sens de l'humour. Oui, t'as raison, il y a un vrai sens de l'humour, j'ai oublié de le dire, c'est à la fois totalement horrifique, et en même temps, il y a une espèce d'absurde... La première nouvelle, c'est un... Ouais, grotesque, et la toute première nouvelle, c'est un... Bon, je vais pas du tout spoiler, mais rapidement, c'est l'histoire d'un cadavre de bébé qui est retrouvé dans le sol. Voilà. Ça a l'air horrible dit comme ça, mais la fin est super drôle. Donc j'espère que ça vous donne envie de la lire. Et rien que ces contradictions-là, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur... sur Mariana Enriquez, qui est une autrice à mon avis. En plus, tout le monde dit qu'elle est novelisable, ce que je trouve plutôt cohérent, parce que elle commence à vieillir. C'est vrai. Elle a quel âge? Oui. Je crois qu'elle a une cinquantaine d'années, je crois. Bon, c'est pas vieux, hein, mais c'est juste que pour un auteur, ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais je crois que tous ces romans n'ont pas été publiés, tous ces recueils n'ont pas encore été publiés en français, mais ils sont lentement en train d'être retraduits. Voilà. Parce qu'elle écrit en anglais? Non, alors elle écrit vraiment en espagnol, enfin en espagnol argentin. Ouais, c'est ça, ok. Et, Ok. oui, non, c'est traduit depuis l'argentin, quoi. Waouh. Mais c'est vrai que ça a été d'abord, il me semble que ça a été d'abord vraiment, ça a connu un vrai succès aux États-Unis, et puis après ça a été repris en France sous les traductions qu'on connaît. Mais voilà. Bon, je sais pas si vous avez d'autres, parce que là on a beaucoup parlé de lecture. Est-ce qu'il y a des essais, des films qui vous font marquer, des spectacles aussi? J'ai vu Drive au cinéma. Ah, le Drive, le film? Oui. Et alors, t'en as pensé quoi? Je l'avais déjà vu, mais je l'avais vu dans l'avion quand j'étais rentrée des États-Unis, ce qui est probablement la pire façon de voir un film, surtout Drive. Et du coup, je suis allée le voir au cinéma à la Filmothèque du Quartier Latin samedi. Et ce qui prouve que le pouvoir de voir un film sur un grand écran n'est pas... il y a vraiment quelque chose de très intéressant quand on compare les deux visionnages sur l'écran le plus petit possible et l'écran le plus grand possible. Et c'était vraiment une super expérience. C'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'étais contente de le redécouvrir de cette façon-là. Alors moi j'ai une super bonne transition. Parce que j'ai pas vu Drive, mais j'ai vu un autre film. Ah oui, d'accord, on est sur la transition cinématographique. Dès clair. Pardon, non mais oui. Alors je vous en avais rapidement parlé, je pense... En off, je vais aller voir The Apprentice, Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bien sûr. le film sur Trump.
j'ai appris qu'ils avaient du mal à faire de la promo en fait autour de ce film et des interviews, tout simplement parce qu'ils ont peur de Trump. Mais le film est sorti avant son élection, faut le rappeler, et je l'ai trouvé super bon. Ça parle pas que de Trump en fait, hein, ça parle de la société de son époque et surtout du lien qu'il avait avec son avocat qui lui a appris tout ce qu'il savait, et de l'inversion des rapports de pouvoir entre eux. J'ai trouvé que c'était super bien joué. Pas forcément l'acteur qui fait Trump, mais l'acteur qui fait l'avocat, j'ai plus son nom en tête. Mais voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir parce que même si vous êtes un peu démoralisé, ou pas d'ailleurs, hein, mais par rapport à la situation présente, c'est super intéressant de voir ce film. C'est pas un film qui est historiquement forcément très très juste, mais en tout cas, c'est une interprétation. C'est pas une imitation et c'est pas une caricature. Mais c'est super bien joué et ça nous apprend beaucoup, surtout sur l'Amérique de ces années 70. Et surtout New York. Et c'est bien fait. Donc Moi j'ai voilà. une question, est-ce que tu as ressenti, parce que moi genre tout le monde, on parle beaucoup de plusieurs auteurs dans ce podcast, et genre il y en a un dont on parle surtout en off, qui est Bret Easton Ellis. Et est-ce que tu as ressenti un peu la vibe American Psycho ou pas? Parce que tout le monde fait la comparaison entre Trump et Patrick Bateman. Ouais. Mais alors moi, j'ai pas du tout pensé à American Psycho quand j'ai vu le film, mais je comprends pourquoi est-ce que les gens trouvent un parallèle à faire. Mais là, ce qui est compliqué, c'est que il est vraiment dépeint comme un paumé en fait, comme quelqu'un qui Ah est un oui. peu raté, qui a pas de charisme. Et il y a un rapport dans le sens où toute cette société très huppée de New York dans ces années-là. Mais alors en plus, faut faire attention parce qu'on aurait tendance à penser au film American Psycho qui se passe dans les années 80, mais il me semble que dans le livre ça se passe avant en fait. Il y a Oui. c'est pas, Ouais, absolument. il y a un petit décalage en termes décennies et je pense que à mettre en parallèle avec le film, ça aurait vraiment du sens par rapport à l'esthétique et par rapport à cette classe sociale de la grande pomme. Euh, La grande euh, femme. J'aime trop. c'est pas comme ça qu'on J'aime trop. appelle. C'est pas comme ça Si, qu'on on appelle garde. New York. Donc voilà. Donc voilà, je pense que ouais, il y a sûrement un petit parallèle à faire, surtout dans cette déshumanisation latente et puis tous ces contresens, ces absurdités. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est très dur de s'y identifier. Moi, j'ai entendu des personnes qui ont dit qu'ils ont pu éprouver un peu de sympathie pour le personnage de Trump tel qu'il est dépeint dans ce film. Moi, je trouve que c'est pas possible parce qu'il y a tout simplement une scène de viol conjugal en fait. Ah, Donc, c'est parfait. Ah oui. à partir de là. Je trouve que ça empêche toute identification possible et tout rapport de sympathie. Mais après, C'est bien rappelé, je trouve. chacun a son expérience de jugement. Mais je trouve ça assez dingue Oui, de c'est. parler de ça alors qu'il y a littéralement une scène de viol conjugal. Mais voilà, pas mal de contresens assez marrants. Par exemple, voilà, ils pensent qu'il faut surtout pas faire du sport parce que le corps c'est comme une batterie. Et si tu fais du sport, tu vides cette batterie. Et donc il vaut mieux faire une liposuction plutôt que de faire du sport. Et ça apparemment, c'est assez proche de la réalité de ce qui s'est passé dans la tête de Trump. Et je trouve que c'est assez symptomatique. La hantise personnelle de Voilà, Vincent. c'est la liposuction. Non, mais voilà. Donc c'est mon petit point cinéma. Moi, j'ai pas vu grand chose d'autre dont je n'aurais pas parlé. Donc voilà. À Louis. Alors donc moi j'ai vu, j'ai vu il y a 2 jours, attends 2 jours, enfin pas il y a pas longtemps, je suis allé voir Wicked, la comédie musicale. Ouais. Ah, mais oui, bien sûr. Voilà, bon, on drop de 10 étages, mais en vrai non, parce que c'est assez, genre c'était vraiment très très bien, et enfin je vais pas voilà, m'étaler, mais c'est vrai que toute la promo qui est assez étouffante autour de ce film, je pense, en France comme au Canada, je sais pas si c'est le cas au Canada aussi, C'est beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup. Hein. mais c'est quand même énorme, hein, ils en mettent plein la vue. Et en fait, c'est plutôt bien réussi, je trouve, pour ceux qui connaissaient la comédie musicale, parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas vraiment une culture de la comédie musicale comme aux États-Unis ou au Canada, ou même en Angleterre. C'est une comédie musicale qui est très 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 très, très connue. Et puis c'est
c'était un petit peu le débat de savoir s'ils allaient réussir à adapter une comédie aussi, un spectacle aussi impressionnant que Wicked, parce que c'est vraiment très impressionnant, il y a beaucoup d'effets spéciaux et tout ça. Et en fait, c'est vraiment super bien réussi. Je trouvais que les chanteurs étaient vraiment hyper bien adaptés. Ils ont gardé la même orchestration de la comédie musicale qui était très teintée années 2000, avec notamment l'utilisation des synthétiseurs et tout ça. Et ça, ils ont bien gardé, je trouve. Et ça fait un petit peu peur parce que pour certains, c'était vraiment le spectacle cash grab, comme on dit en Angleterre. C'est très très propice au grand divertissement, mais sans plus quoi. Et en fait, ils ont vraiment bien réussi, je trouve. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire parce que j'ai pas vu beaucoup d'autres films à côté. Et puis... J'ai ouï dire que t'avais pleuré, Louis. Alors moi non, mais ma sœur a pleuré, toujours ma sœur, qui est récurrente. Ta sœur exposée dans cet Oui, vraiment. épisode. Et Bonjour Capuise. non, parce que c'est Crying. Capuise reading. Elle ne mentionne pas, donc. Mais oui, donc c'est une fan de cette comédie musicale et elle est allée plusieurs fois. Elle a même été invitée à l'avant-première avec ses autres amis booktalkers. Voilà, donc elle a adoré, elle a pleuré. Génial. Moi j'ai pas pleuré, mais j'étais très touché, c'est vraiment bien. Elle a pleuré, c'était génial. Bah, elle a pleuré de beauté devant tant de grâce. Mais j'ai cru, je veux pas dire une bêtise, mais il me semble que c'est le meilleur démarrage pour une comédie musicale au monde. Je crois que... Parce que les comédies musicales ont parfois, et surtout ces dernières décennies, du mal à être rentabilisées comme il faut. Mais là, je crois que en termes de démarrage, c'est historique pour une comédie musicale. Et selon les projections, ça devrait dépasser le milliard de dollars de recettes, voire même peut-être largement. Ce qui serait une très bonne chose pour les comédies musicales parce qu'il faut aussi rendre ses lettres de noblesse à ce genre, et ça veut pas dire forcément le rendre élitiste comme a peut-être voulu le faire Joker, mais le rendre accessible à un maximum, et je pense que c'est... Version Lin-Manuel Miranda. Oui, un peu, ouais. Mais d'ailleurs, Lin-Manuel Miranda était censé réaliser le film à la base. Et ils ont choisi un autre réalisateur, je crois. Et je suis plutôt content. Parce que c'est pas vraiment le style de comédie musicale qui fonctionnerait, je pense, encore. Il est un petit peu passé de mode, Miranda, j'ai l'impression. Ouais, absolument d'accord. Il avait fait une comédie musicale film il y a quelques années, je me souviens, c'était... ça avait fait un gros flop. Ouais, bah, peut-être qu'en France, d'ailleurs, ça ne marchera pas du tout. Parce que c'est déjà assez critiqué aux États-Unis, donc... C'était D'où l'on vient, c'était en 2021. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est sorti. Il avait fait Tic Tic Boom aussi. Oui, Tic Tic Boom. Mais c'était sorti presque en même temps que West Side Story, c'est pour ça que ça avait pas beaucoup marché. Oui, je me souviens que c'était une époque où beaucoup de gens voulaient réhabiliter la comédie musicale et que au final, rien n'avait fait autant de bruit que Hamilton. Je me souviens quand c'était sorti sur Disney+, tout le monde réécoutait. Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait, just you. Oui, c'est vrai. Hamilton. Bon, voilà, c'était ma petite participation. Parce que j'ai pas été beaucoup au cinéma, j'aimerais beaucoup aller voir The Substance, qui est le film d'horreur. J'étais sûre que t'allais parler de The Substance. Ouais, mais Ah, il y a le film avec Hugh Grant aussi. Ah oui, le film d'horreur là, A24. Hérétique. Oui. Ah oui, moi aussi, ouais, j'ai... je vois. Ouais, alors je suis moins Mais convaincu. Vincent, Ouais, vas-y. Toi, tu voulais dire un truc sur The Substance ? Alors ouais, j'ai très envie de voir ce film. Clairement, les critiques m'ont tellement donné envie d'aller le voir. Il paraît que la critique est, enfin que la critique qui est mise en forme dans ce film est vraiment extrêmement bien faite. Ça a l'air assez insoutenable, surtout vers la fin du film, de ce que j'ai entendu, mais ça nous arrêtera pas. Je pense que on pourra en parler pour un prochain podcast. « Absolument. Je connais ce film par cœur. » Et oui, les enfants, j'ai lu absolument la page Wikipédia en détail et j'ai regardé tous les extraits possibles et inimaginables. Mais donc tu as vu la fin ? Je n'irai absolument pas le voir au cinéma. Oui. Mais t'as tout caché. Non, mais parce que je savais très bien que j'aurais pas le voir. Bon, Oui, d'accord. on le savait. Bon bah Vincent, on ira le voir et puis On on savait fera tous. un compte rendu fin de podcast. Absolument. Yes. Ah oui, c'est une bonne Très idée. bonne idée. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie d'aller lire ou d'aller voir ou d'aller lire? Ah, bonne idée. Vincent, vas-y.
Ok, ben, C'est toi qui as commencé. clairement, en termes de lecture, Mariana Enriquez sera ma prochaine lecture parce que Quoi? Non, c'est vrai? déjà Louis m'avait tellement donné envie de le lire quand il l'a brandi tel le Graal dans cette librairie près de McGill à Montréal hein, l'été dernier et il nous en avait parlé avec tellement de termes euh, Élogieux. amélioratifs et élogieux, merci Marine, Laudatif. et donc, je pense clairement que je vais aller lire Notre part de nuit. D'ailleurs, en fait, ça Ah, trop m'intéresse bien. même peut-être de le lire. Alors, c'est clair que je vais pas le lire en français, je vais le lire soit en anglais, mais j'ai sûrement pas le niveau qu'il faut en espagnol, mais j'ai très envie d'aller lire un peu aussi des textes espagnols dans le texte, en fait, d'aller voir du côté de ces auteurs d'Amérique latine. Donc, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et, euh, et j'ai très envie qu'on puisse échanger tous les trois sur ce livre et sur cette autrice et Ah, mais absolument. sur ces recueils en général. Je pense qu'en numéro 2 dans ma liste, j'ai très envie d'aller lire aussi Blood Meridian de Cormac McCarthy parce que j'en entends Oh là 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 énormément là. parler. Excuse-moi. Ah non, mais surtout que moi aussi j'ai vraiment très envie de le lire. Peut-être Ouais, que ça sera l'objet d'une lecture commune, ça serait une très bonne idée. Ouais, ouais, Bien sûr. en restant dans la violence, J'adore Cormac McCarthy. dans la violence pure. ouais. Oui, qui est un livre qui est très très compliqué à lire, hein, beaucoup plus Il compliqué qu'on paraît. pense. Ok, Surtout en anglais. d'accord. Très très dur. Ok. Justement, ça me donne trop envie. Mais moi, ouais, ça me donne très envie. Il y a des rumeurs comme quoi une adaptation serait envisagée. Mais quand on voit ce que ça Wow. a donné pour No Country for Old Men, on peut se dire que ce serait peut-être super. Donc Oui. je sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant qu'il y ait quoi que ce soit qui sorte au cinéma, j'ai très envie d'avoir lu le livre. Donc je pense que voilà, ça va être Notre part de nuit, puis Blood Meridian pour moi. Ah, je suis trop content. Trop bien, incroyable. Vraiment Moi un aussi. programme incroyable. Je Et vous valide donc absolument. Marine, Eh bien, avec Louis, on se suit en termes de lecture parce que, sans vouloir le faire exprès, on a lu un livre de fantasy il y a pas très longtemps de la même autrice. Et maintenant, et ça pour le coup, c'est pas un fait du hasard, on est en train de lire Balzac, Béatrix. Et donc, du coup, eh bien, nous en ferons sans doute un compte rendu. Et j'ai surtout hâte de commencer les lectures de décembre, c'est-à-dire Dickens, qui est toujours au Ah oui. programme à cette période de l'année. c'est vrai, oui. Donc il faudra que je choisisse lequel. Probablement pas David Copperfield, parce que j'ai Non. entendu de mauvais échos de la part d'un de vous deux. qui n'est pas moi. C'est peut-être pas. C'est peut-être pas. Enfin, moi j'ai pas beaucoup aimé donc voilà. Mais on dirait, Et on toi, dirait du un coup enfant. J'ai pas aimé. Mais bah alors moi du coup je vais, je pense que je vais, j'avais beaucoup envie de lire du Stendhal. Je voulais revenir sur du Stendhal un peu parce que bah voilà, pourquoi pas. Et je vais lire, je pense, Souvenir d'égotisme de Stendhal. Et Excellent. et puis peut-être enchaîner sur un livre sur l'alchimie. Parce que je sais pas pourquoi ils vont réouvrir Notre-Dame de Paris dans pas très longtemps et j'ai très envie de revenir à Notre-Dame de Paris et de... Parce que en fait, c'est un livre sur l'alchimie dans Notre-Dame de Paris qui s'appelle le livre... Enfin, l'auteur s'appelle Fulcanelli et d'ailleurs il est cité dans Notre part de nuit, mais je veux absolument Ça avoir me ce dit quelque livre, chose, tu nous en avais parlé, non? Oui, mais très rapidement. Ouais. Dans le métro canadien, enfin canadien. Dans le Exactement. métro montréalais, je vous en ai parlé, mais Ouais. voilà, j'aimerais beaucoup le lire avant de retourner à Notre-Dame pour un peu voir les symboles dans Notre-Dame. Super. Voilà. Alors ça, je serais Voilà. très très intéressé de te suivre dans ces lectures sur l'alchimie. Enfin, Ah bah, ouais. je t'envoie. Ah, mais c'est Tout le pareil. mystère des cathédrales. Voilà, c'est ça Ouais, le nom du. ouais, ouais. Ah oui, Tu c'est nous en ça. Du avais livre. en effet parlé. Moi, j'avais lu le livre de Mircea Eliade, Forgeron Ah et oui. alchimiste. Et surtout, il y a une lecture de Jung hein, qui s'appelle Psychanalyse et alchimie que j'ai très envie de lire. Il me paraît que Ah, moi aussi. que c'est assez rude. Donc, je pense qu'on pourra. On devrait faire un Ouais, épisode sur ça, ouais, ce sur serait une très bonne l'alchimie. idée. Absolument. Ah oui, bonne idée. Ouais. Bah voilà, c'était à peu près tout ce que Trop cool. j'avais à dire. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes et à tous. Et Bonne puis lecture. bonne lecture, bon visionnage. Et puis on se reparle dans un mois pour. Enfin, avant, pour un épisode, et puis dans un mois pour le compte rendu de décembre. Voilà, voilà. Puis à, Bisous, bisous. puis à très bientôt C'est très bien dit, Louis. sur ce podcast Kakou, inachevé. kakou. Kakou kakou sur ce podcast inachevé. Au revoir.
J'ai failli appuyer sur le bouton de genre accrocher pour arrêter l'enregistrement. Juste kakou kakou, pom. Kakou kakou.